Merci Jacques. Je me tourne vers Ali Reza Khalili. On est dans les temps là. Parfait. On peut se donner 5 minutes de questions-réponses. Très bien. Je vous propose une petite séquence de questions-réponses. Profitez de la présence de son Excellence et de Peyman Kargar et de Jacques pour poser toutes les questions que vous voulez. Bonjour, Richard de Cabrol. Je me demandais par rapport à la présence des constructeurs américains, on a parlé des Japonais, on a parlé des Chinois, on a parlé des Allemands, et je me demandais à quel point ils étaient venus en Iran ou pas, sachant qu'on se souvient, lors de la levée des sanctions, que les États-Unis avaient été plus promptes que la France. Merci. Juste parce que ça me pique quand j'entends dire que un autre pays était plus prompt que la France. En novembre 2013, donc on était encore en accord intérimaire, la FIAV a recommencé à monter des missions, et en février 2014, la première grande délégation d'affaires internationales, ça a été le MEDEF. Alors, il y a peut-être eu des visiteurs étrangers, mais pas officiellement. Je crois que c'était simplement quand il y avait de la pub dans Téhéran, GM, We Are Back. Tous ceux qui étaient là-bas s'en souvenaient, mais à part l'affiche, il n'y a rien eu. Bon, il y a eu 10 Camaro jaunes. Il y a eu 10 Camaro jaunes. Bonjour, c'est Ismaël Payanda. Je voulais juste poser une question en vous disant quelles sont les leçons qu'on a tenues en considération en se basant sur les effets secondaires néfastes par rapport à la pollution dans le développement de l'industrie automobile en Iran. En fait, il y a moi, je crois, ce sont les mêmes leçons que n'importe où ailleurs. C'est la pollution en Iran, elle n'est pas différente de celle de d'autres pays qu'on peut imaginer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la réglementation se sévérise en Iran également pour aller vers des consommations, vers des niveaux de pollution beaucoup plus faibles. Donc c'est clairement, je dirais, c'est la même tendance partout. On a eu également pas mal de sollicitations sur les... donc il y a pas mal de mouvements aussi, il y a de discussions sur les véhicules hybrides ou électriques en Iran. Vous avez déjà des véhicules hybrides qui commencent à être en circulation en Iran. Véhicules électriques pas encore, puisque comme vous le savez, les véhicules électriques, ça demande un niveau d'infrastructure un peu plus on va dire, lourd. Par contre, ce sont les mêmes préoccupations. Et là, je ne rentre pas dans les solutions de restriction de circulation ou autres que les mairies peuvent mettre en place et qu'ils mettent en place. Voilà. Mais au niveau de la production de véhicules ou d'importation de véhicules, il y a la réglementation se sévérise aujourd'hui et il y a une préoccupation là-dessus. Et les véhicules hybrides qui commencent à être intéressants, il y a des taxes d'importation sur les véhicules hybrides qui sont très très basses. Sur les véhicules électriques, de la même façon. Donc c'est aussi une façon d'encourager les constructeurs à aller vers des solutions de plus en plus vertes. Et pour rajouter un mot sur ce que vient de dire Peyman, en fait, le ministre a posé la question. Il m'a demandé à un moment donné, je dis tu étais là, hein, est-ce qu'il faut vraiment que je pousse à fond sur l'électrique? Est-ce que vous en pensez pour le problème de pollution? Et en fait, on lui a répondu que la première priorité pour avoir l'effet le plus rapide, c'était de passer à l'Euro 6 rapidement, à injecter l'Euro 6 le plus rapidement possible, parce que les technologies sont disponibles. Bien sûr, il faut faire de l'électrique, il ne faut pas prendre du retard. L'électrique mettra du temps, notamment à cause de l'infrastructure. Donc ne perdons pas de temps sur l'électrique, commençons dès maintenant, mais ce n'est pas ça qui apportera la solution de l'immédiat. C'est l'Euro 6, cette technologie, elle est prête, elle fonctionne, et là, elle aura un effet bien plus immédiat. Bonsoir, je suis Bertrand Blaise, directeur de la communication du groupe PSA. Je voulais juste apporter une information d'actualité, puisque mon collègue Jean-Christophe Thémard est à Téhéran aujourd'hui.
et vous apporter des éléments d'information, d'actualité. Il a signé hier soir la joint venture avec Saiba pour fabriquer des voitures Citroën. On est très fiers d'avoir progressé également. Et également, autre information, la Peugeot 3008 sort actuellement de l'usine avec notre partenaire Iran Codro, avec lequel on a signé une JV lors de la visite de M. Mazalé en octobre l'année dernière. Donc moins de 7 mois après, c'est sorti. Donc on est extrêmement fiers des partenariats que nous avons en Iran. On va les renforcer également. Juste un dernier point pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Nos clients ont toujours bénéficié des marques Peugeot en Iran, y compris pendant la période des sanctions. Et nous avons à ce jour 6 millions de clients satisfaits en Iran. Voilà, c'est juste une information d'actualité. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, parce que Pemal a dignement représenté la filière automobile française. Merci. Cher ambassadeur, vos excellences, toutes vos équipes, les invités et tout le monde qui prit la parole à nous donner cette merveilleux discours. Aujourd'hui, je suis là parce que je toujours profite avec cette idée de réunion pour apprendre énormément qu'est-ce qui se passe dans les pays qui ont, nous, origine iranienne et dans l'Europe adore et continuent à adorer. Simplement, avec toute cette invitation, malheureusement, j'ai vu qu'il y a un seul représentant qui n'existe pas, c'est le consommateur iranien. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai besoin quand même de parler parce que je suis consommateur de Renault, de Peugeot. On a acheté plusieurs véhicules en Iran. Vous avez fait excellent travail malgré toutes les difficultés. Et plus, je pense qu'est-ce que c'est important de discuter aujourd'hui pour dire les consommateurs iraniens, si ce n'est pas plus exigeant que les Européens, ils légalisent. Nous sommes des types qui pardonnent les bêtises. On aimerait bien que les gens qui donnent les paroles pour amener les dernières technologies chez nous. J'ai dit chez nous, même si je suis 37 ans en Europe, qui ramènent les technologies chez nous, ils livrent les paroles. Je ne parle pas de l'historique de Renault, je ne parle pas de l'historique de Peugeot, je ne parle pas de ce qui se passe à rapport de bon ou mauvais, à rapport de problématiques qui existent. Simplement, aujourd'hui, je vous adresse à vous, les fabricants, et tout le monde qui a envie de profiter de cette merveilleux pays. Nous sommes tous dans l'industrie, nous sommes tous dans une situation pour gagner l'argent. Mais n'oubliez pas les consommateurs, vous vendez une fois, vous ne vendez pas 2 fois. S'il vous plaît, livrez votre parole, ce n'est pas juste une parole. Occupe les qualités, occupe qu'est-ce que vous livrez là-bas, et comprenez bien que les Iraniens aujourd'hui, malgré qu'il a ras-le-bol des produits chinois, il est toujours aussi exigeant que vous, et il toujours demande des qualités, malgré qu'il paye beaucoup plus cher que tout le monde aujourd'hui. C'est tout, et je vous remercie pour me faire. Bonjour, Stanislas Well. C'est une question principalement pour M. Carrière, relatif aux objectifs d'export au départ de l'Iran. Je vous ai dit grosso modo 2 millions pour le marché intérieur, 1 million pour l'export. Quels sont les marchés cibles que vous ciblez en priorité à partir de l'Iran pour l'export? Première question. Et deuxième question concernant les équipementiers automobiles rang 1, pour parler des gros. Est-ce que, à l'instar de Renault et de Peugeot, ils sont en train d'investir ou est-ce que la démarche est un peu différente? Merci. Alors, concernant l'export, franchement, il n'y a pas de pays spécifique pour l'export pour l'Iran. Je veux dire, si en Iran, on fabrique des véhicules de qualité, compétitifs sur le plan coût, et qu'on sache les délivrer dans les temps, tous les marchés sont ouverts à l'export à l'Iran. Donc il n'y a pas de spécificité. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous regardez les constructeurs mondiaux, ils ont une logique industrielle qui n'est pas basée forcément sur le fait de dire de tel pays, je ne vais exporter que sur les 10 qui sont à côté. L'export se base sur une logique industrielle et économique et logistique, d'accord ? Et puis une répartition des modèles à fabriquer selon les bases industrielles. Donc, en ce qui concerne Renault, aujourd'hui Renault, dans tous les pays stratégiques où Renault s'est installé, on a eu toujours une logique de dire c'est un site industriel mondial. Donc aujourd'hui, vous prenez l'exemple de la Turquie, on exporte énormément de la Turquie vers l'Europe, mais pas seulement. Aujourd'hui en Corée, donc notre site industriel exporte pratiquement plus de 50% à l'étranger, et ce n'est pas une liste de pays qu'on vise, c'est le modèle qu'on fabrique en Corée, et après les équations logistiques et coûts associés.
Et donc l'Iran sera dans la même logique, hein. C'est-à-dire que l'Iran, en fonction des modèles qu'on va fabriquer en Iran, on ne va pas fabriquer les 40 modèles de Renault, on va en fabriquer plusieurs, mais en fonction des modèles qu'on va fabriquer, qui seront forcément des modèles récents, parce que sinon l'export n'a aucun sens. Vous ne pouvez exporter que si vous avez des véhicules récents. Et ça, c'est l'un des points faibles des constructeurs en Iran, que ce soit constructeurs iraniens ou étrangers, hein, qui ont travaillé. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez exporter effectivement sur cette logique industrielle dont je parlais. Alors évidemment, en général, les pays les plus proches sont souvent les pays les plus simples à exporter. Donc vous pouvez imaginer que les pays du Moyen-Orient seront les premiers pays d'export, pas seulement d'ailleurs pour Renault, pour les constructeurs qui peuvent se baser là. Mais après, encore une fois, ça va être vraiment une logique industrielle. Si vous produisez un modèle donné dans 4 pays dans le monde, donc vous allez faire une répartition d'export en fonction de l'emplacement de ces 4 sites industriels. Donc on va suivre la même logique sur l'Iran. Je pense qu'au niveau de l'équipementier, Jacques... Tout à fait, voilà. Donc la question, c'est une très bonne question, elle est précise, hein, donc je ne veux pas l'évacuer, je ne peux pas répondre à côté, je vais y répondre clairement. Je parlais tout à l'heure d'une dynamique, donc il y a une vraie dynamique, il y a un vrai appel de marché, il y a une dynamique de levée des sanctions aussi, qui est une réalité, et donc face à cette dynamique, évidemment, il y a le risque américain, le risque Trump. Donc aujourd'hui, l'analyse que nous faisons, c'est que ce risque, même réel, n'est pas avéré, que l'Amérique n'a aucun intérêt à casser la dynamique en cours. Voilà. Donc, pour répondre avec précision à la question, où en sommes-nous, grands équipementiers? Eh bien, nous en sommes à conclure des accords. Voilà. Donc, nous signons des joint ventures, c'est-à-dire nous faisons ce que nous avons promis au ministre Nemetzadeh, nous signons des accords, et la signature de accords entraînera des investissements. Voilà, c'est cette logique, cette dynamique est là. Donc les problèmes sont aussi là, mais la dynamique est réelle. On prend une dernière question. Je veux faire des déçus, mais il faut qu'on tienne le délai. Bonjour, Aïli Magdassari, je suis avocate à Paris. J'assiste les entreprises sur leurs projets d'investissement et je voudrais simplement faire une petite remarque complémentaire par rapport à l'export de l'Iran. Donc il ne faut pas oublier un petit pays voisin à l'Iran et très ami dont je suis originaire, qui est l'Arménie. Actuellement, il y a une zone de libre-échange qui va être créée entre l'Iran et l'Arménie, qui permet donc à l'Iran et à l'Arménie d'échanger et d'exporter les productions respectivement de chacun de ces pays. Et l'Arménie est par ailleurs membre de l'Union eurasiatique, de l'accord eurasiatique, qui permet, une fois un produit introduit en Arménie et détaxé, il y aura des droits préférentiels, de le réexporter vers tous les pays membres de l'Union eurasiatique sans droit de douane, qui est en fait une plateforme intéressante de coopération entre les deux pays et les pays de l'Eurasie. Donc c'est simplement un commentaire que j'espère utile à l'audience. Merci. On va prendre une dernière question parce que... Véritablement, on a une réponse sur ce que nous savons par ailleurs. Les sanctions américaines n'ont pas été levées. Et nous avons des preuves d'un certain militantisme pour empêcher les entreprises françaises d'investir, qui passent tant par l'administration parfois que par des initiatives privées d'un sénateur qui écrit aux entreprises françaises en leur disant si vous faites des affaires avec l'Iran, on vous fera des procès aux États-Unis. Donc je voudrais quand même avoir votre sentiment à ce propos, et ma question est simple. Avez-vous subi quelques menaces ou entraves? Je suis encore vivant. Non, mais je pense que la pression que vous évoquez, elle existe. Hein, et tous les constructeurs, les équipementiers, les industries, pas seulement d'ailleurs dans le domaine économique, donc je pense que oui. Après, je pense que les entreprises françaises qui aujourd'hui s'engagent aussi sur l'Iran respectent totalement la réglementation internationale. Non, je veux dire, c'est que ça soit, enfin, je ne vais pas nommer les entreprises, mais elles respectent la réglementation, et donc on est dans la loi et on
respectent ça. Donc voilà, je veux dire, c'est... Même s'il y a de la pression, la pression elle existe partout aujourd'hui dans le monde. Les activistes d'un côté ou de l'autre, il y en a partout. Hein, donc, Si vous permettez, je veux ajouter un mot sur cette question. Vous savez très bien que les entreprises européennes, évidemment françaises, ainsi que les grandes banques européennes et françaises, elles souffrent beaucoup de la loi extraterritoriale américaine. Et elles ne peuvent pas bouger parce qu'elles ont peur des sanctions américaines. Récemment, j'ai rencontré M. Sapin avant son départ en Iran, qui a été impressionné de sa visite. J'ai évoqué le sujet en disant qu'on espère, on attend des grands membres de l'Union européenne, particulièrement de la France, de jouer un rôle déterminant pour s'adresser à la Commission européenne en demandant de l'appui de la Commission et donner cette instruction à la Banque européenne d'investissement pour couvrir les risques éventuels des grandes banques françaises, européennes qui vont souffrir des sanctions américaines éventuellement. Et dans ce cas, selon mes informations, M. Moscovici, le commissaire européen, est favorable pour suivre cette démarche. Mais il manque une demande et une initiative de la part de l'un ou certains membres de l'Union européenne, pourquoi pas la France. On attend de la France de jouer un rôle plus lourd, déterminant, d'être un leadership. Nous avions l'expérience à l'époque, en 1996, après l'adoption de la loi d'Amato aux États-Unis contre les entreprises pétrolières du monde, de ne pas avoir le droit d'investir dans les industries énergétiques de l'Iran et de la Libye. Mais depuis, l'Union européenne, particulièrement les grands membres comme la France, ont réagi fortement. Ils ont protesté et finalement, les États-Unis ont été obligés de retirer. À partir de là, ils ont exempté les entreprises non américaines. Ça a été un grand pas, un grand succès pour l'Union européenne. À partir de là, nous avions un grand projet pétrolier au sud de l'Iran qui a été bien avancé avec la société Conoco américaine qui a été obligée de retirer après l'adoption de cette loi aux États-Unis. Et finalement, c'était Total qui l'a saisi sous l'encouragement du gouvernement français. Et donc, il y a cette expérience de résistance européenne. J'espère que, dans le cas actuel, bien que l'Union européenne n'est pas la même concernant l'élargissement et concernant la composition actuelle existant certains pays membres très pro-américains. C'est un peu dur, mais quand même, on attend de la part du gouvernement français ainsi que de la part du Parlement. M. Miard, j'espère bien qu'il va suivre. C'est bien. Bravo. Merci beaucoup et je m'excuse, je dois partir et je vous laisse tranquille. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour votre participation, votre intervention. On va faire un petit peu de mouvement pour accueillir les deux autres panélistes, comme on dit, par ordre d'apparition. Benoît Laurent, qui est le président directeur général de l'UTAC, et puis je vais appeler aussi Jean-Claude Giraud, qui nous rejoint, qui est Jean-Claude Giraud, qui est le commissaire général du Salon mondial de l'automobile à Paris. On commence par l'UTAC peut-être. Qu'est-ce que l'UTAC? Qu'est-ce que vous faites en France, en Iran, si vous faites quelque chose en Iran? Bonsoir et
enchanté d'être là. Alors l'UTAC, c'est une vieille dame française créée en 1945 par, on va dire, ce qui n'existait pas encore, qui ne s'appelait pas comme ça, la filière, on va dire, des véhicules routiers, la filière automobile française, pour avoir un organisme qui permette notamment d'homologuer et tester les véhicules en France. Et cette entreprise, donc basée à l'Inès-Montlhéry, dans l'Essonne, donc s'est développée progressivement, principalement quand même sur le marché français. Et depuis, on va dire, quelques années, nous avons décidé de franchir le pas et de passer à l'internationalisation. Et nos liens très proches avec la FIEV et avec les constructeurs français nous ont naturellement amenés à travailler avec l'Iran de façon intensive en 2016 et de façon encore plus intensive depuis le passage du ministre, M. Lemazadeh, à Montlhéry. Alors on a un film, je ne sais pas si tu peux le passer, mais effectivement, il est venu non seulement au Salon de Paris, mais il est venu passer 4 heures le samedi matin avant de partir pour visiter en détail le site et en posant des questions d'une technicité, d'une pertinence assez extraordinaire. Et donc, nous avons essayé tant bien que mal de toujours pouvoir lui répondre. Et effectivement, l'UTAC donc, se déploie aujourd'hui en Iran sur l'ensemble de ces métiers, en tout cas l'ensemble de ces métiers qui permettent de répondre finalement à ce que l'on a entendu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a entendu parler de pollution, la pollution, vrai problème, etc. Ben oui, effectivement, les normes sont là pour ça, Euro 5 aujourd'hui, demain Euro 6. Il faut que les laboratoires iraniens qui sont en Iran puissent faire ce travail-là. Et la visite du ministre était aussi, par rapport à tous les laboratoires de l'UTAC, de regarder un petit peu ce que sont des laboratoires aujourd'hui, on va dire, up-to-date, et de voir un petit peu comment demain on peut transposer ces laboratoires-là en Iran. Et donc on travaille avec des partenaires locaux, l'ISQI et le LITRAC notamment en Iran, pour créer des coopérations et faire le fameux transfert de compétences et de technologies dont on a parlé tout à l'heure, pour pouvoir demain homologuer sur l'Iran des véhicules, que ce soit sur les émissions polluantes dont on a parlé, la consommation, mais aussi les chocs, voire les domaines plus en avant comme la sécurité active qui va arriver de plus en plus dans les véhicules. Et ces technologies-là, il faudra aussi les amener bien sûr en Iran. Et donc c'est notre premier levier, c'est de travailler sur tout cet aspect testing. Il y a également tout l'aspect homologation qui est très important, parce que quand on dit homologation, il y a l'homologation en Iran et l'homologation à l'export. Et là encore, l'UTAC, en fait, est capable d'assurer cette homologation et d'accompagner donc l'ensemble des constructeurs et équipementiers présents sur place dans tous les pays, l'Iran, mais aussi tous les pays qui seront les pays d'export sur place. Et puis, une chose aussi importante dont on a parlé tout à l'heure, la qualité. Donc la qualité, c'est quelque chose d'important et c'est aussi un acte fort, une activité forte que l'on a, puisque l'UTAC, en fait, a des équipes de certificateurs qui vont aller certifier, notamment au niveau des fournisseurs équipementiers, la qualité des composants. Donc c'est non seulement la qualité des composants, c'est le système de management mis en place pour fiabiliser la production. C'est aussi des pièces de sécurité qui doivent être parfaites, et donc on a aussi des processus très spéciaux là-dessus, que l'on a déjà mis en place sur un certain nombre de pays, dont la Chine, et qu'on va mettre en place également en Iran. Donc on voit qu'en fait, dans l'ensemble des panels, des palettes de nos activités, il y en a beaucoup qui font sens en Iran, et aujourd'hui on travaille donc de façon acharnée, on va dire, pour mettre en place ces coopérations avec des jalons fréquents effectivement chez le ministre Lemazadeh. Donc voilà, donc on est partenaire, on est très content de cette aventure iranienne, et puis on est là avant tout, nous on est des facilitateurs, l'UTAC CERAM c'est facilitateur pour aider les constructeurs et les équipementiers à atteindre l'ensemble de leurs objectifs sur le pays et sur l'export. Et donc on est à votre disposition pour voir un petit peu comment vous aider. Merci. Il y a quelque chose qui n'a pas été cité, mais
que j'ai constaté lors de la dernière mission qu'on a faite et où il y avait quelqu'un de chez toi, c'est le contrôle technique. Et il semblerait qu'il pourrait y avoir des lignes de coopération ou d'échange à ce sujet. Oui, effectivement, ça, je ne l'ai pas dit parce qu'il est encore en cours d'élaboration, mais effectivement, on travaille notamment avec Actia de façon importante sur ce sujet-là. C'est aussi un sujet important, le contrôle technique, effectivement, pour assurer aussi que la production, les voitures qui sont sur le marché, effectivement, en termes de pollution, notamment, c'est un des principaux aspects, peuvent continuer de rouler. Et donc, on a des contacts très avancés et on a pas mal avancé sur le sujet. Et j'espère qu'assez prochainement, on pourra annoncer quelque chose. Très bien, merci. Puisque le prochain intervenant va nous parler de quelque chose de complètement différent, si vous aviez 2 ou 3 questions dans le domaine d'expertise de l'UTAC, allez-y. Sinon, je passe le micro tout de suite à Jean-Claude Giraud, puisqu'il est déjà presque 7h30. Pas de questions. Jean-Claude. Bien, bonjour à tous, Monsieur le Président du Centre franco-iranien, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs. Donc mon temps de parole est fini, c'est ça? Donc c'est toujours difficile, effectivement, d'être le dernier intervenant, mais accordez-moi quelques minutes d'intention. Effectivement, donc j'ai eu le plaisir, en tant que commissaire général du Mondial, d'accueillir le Monsieur le ministre de l'Industrie, et qui était reçu par les constructeurs et les équipementiers, donc ça m'a fait grand plaisir. Et j'ai constaté effectivement, comme l'a dit Jacques Mauge, que le ministre de l'Industrie connaissait bien l'industrie. Je reçois beaucoup de politiques au Mondial, ce n'est pas toujours le cas. Et je pourrais, moi qui ai fait le premier voyage au Mondial, pas encore au Mondial, au Salon de l'Auto de Téhéran, cette année, pour voir une prochaine collaboration, je pourrais reprendre la phrase de Monsieur le Premier ministre de l'époque, en octobre 2016, je vous rappelle l'année mondiale, M. Valls, qui est venu inaugurer le salon automobile en l'absence de M. Hollande, pris par d'autres obligations, parce qu'il était enterrement de M. Pérez, en Israël. Et après sa visite, le Premier ministre français, donc, a dit à la presse que la voiture est magique, la voiture fait toujours rêver, elle est source d'innovation et pourvoyeuse d'emploi. J'étais très content de ces paroles-là, parce que c'est pas toujours dit dans les milieux français, mais ces paroles-là auraient pu être aussi prononcées en Iran par les autorités qui nous ont reçus, parce que ça correspond exactement à ce que j'ai pu constater. D'abord, le nombre de voitures, et vous avez évoqué le nombre de volumes que l'Iran souhaite atteindre. J'ai vu le volume déjà atteint, et j'ai vu la passion des gens, des Iraniens, venir voir ce salon. Et cette passion de la voiture est donc commune, elle est internationale. Et donc pour le mondial, qui est aussi international, ça fait plaisir de voir cette fougue, parce que, en plus, les organisateurs, alors là, ils m'ont un peu vexé, parce que le mondial est toujours le plus grand salon au monde de l'automobile, et ils m'ont annoncé 1,5 million de visiteurs. Alors, je suis resté un peu quand même scotché, parce qu'en 5 jours, faire plus que nous en 18 jours, c'est un miracle de l'économie iranienne, mais tant mieux, j'ai vu effectivement beaucoup de monde. Je ne vais pas polémiquer sur ce nombre de 1,5 million, ça me paraît énorme pour un salon de l'automobile. Bref, en plus c'était gratuit, donc ce qui permet quand même, l'entrée gratuite, ça permet aussi d'avoir des visiteurs qui hésitent à dépenser un peu d'argent. Mais tous ceux qui étaient là avaient cette passion que j'ai évoquée. Donc ce nombre de visiteurs est toujours important. Les Iraniens, et à Téhéran, vous avez la chance d'avoir un centre d'exposition en construction, qui n'est pas fini, mais les autorités m'ont montré le plan, et franchement, quand ça sera fini, ça va nous faire rêver. Parce que c'est pas enclavé à la porte de Versailles, c'est un grand espace, avec palais des congrès, hôtel qui est prévu, donc bref, tout ce qu'il faut pour réussir un beau salon, avec des parkings énormes, pour les visiteurs, donc très nombreux, et à proximité de l'aéroport. Donc ça, c'est vraiment une chance que nos amis iraniens ont, et ont su trouver le terrain pour développer ce palais des congrès qui va être vraiment exceptionnel. La chance aussi d'avoir donc des autorités qui ont relancé ce salon de l'auto, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu de salon de l'auto depuis 12 ans. Et c'était le premier,
Donc c'est toujours difficile de relancer un salon. J'ai vu quelques imperfections, évidemment, et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'y aller pour qu'on puisse collaborer dans le futur pour les aider à faire un salon, le salon qu'il doit être. Et c'était intéressant parce que déjà, cette année, il y avait le salon de l'auto, mais il y avait aussi des motos. Et moi, vous savez certainement que j'ai pris la décision récemment de remettre le salon de la moto en même temps que le salon de la moto au mondial de 2018. Donc là, on est sur la même lignée avec nos amis iraniens. Et ils avaient aussi à côté un hall pour les camions. Et là, on remonte, pour ceux qui ont connu, comme moi, les salons de l'auto anciens, il y avait aussi les camions et les autocars autobus dans le temps. Et ils avaient aussi des voitures de collection. Donc en un seul salon, ils ont presque réuni, je dirais, ce qu'on appelle aujourd'hui le mondial de l'auto, le salon de l'auto, Rétromobile et Solutrans, qui est le camion, qui est le salon aujourd'hui du camion. Donc c'est une grande performance, une grande ambition. Effectivement, donc ça a besoin d'être amélioré et leur proposition de collaboration est un honneur pour nous, nous Français, et effectivement, comme l'a dit Jacques, nous avons été très bien reçus, on a une bonne écoute, donc ça a fait plaisir pour cette collaboration future. Et j'avais dit à des journalistes français et étrangers en ouverture du Mondial 2016, qui m'avaient dit à l'improviste, en 3 mots, et en direct, c'est pas toujours facile de pouvoir répondre, disant quels sont les 3 mots avec lesquels vous pouvez définir le Mondial de l'auto. J'avais dit comme ça, donc, sous le feu de la caméra, avec le micro, j'avais dit rêve, passion, business. J'étais très content d'avoir trouvé ces 3 mots. À la fin du salon, je me suis dit qu'il y a eu raison de trouver ces 3 mots. Et ces 3 mots, je les emploie toujours pour le salon de 2018. Et je pense que c'est applicable aussi à ce fabuleux salon qui va monter en puissance à Téhéran. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu le rêve, j'ai vu la passion. Et tout salon doit être quand même source de business. Et là, nos amis, et surtout les constructeurs français, ont compris qu'il y avait aussi du business à faire avec l'Iran. Et j'espère que les constructeurs français seront présents. Je dis ça en tant que Français, en tant qu'organisateur du mondial, je suis égalité avec les constructeurs étrangers, bien évidemment, parce que je préfère trop quand même de préférence nationale. Ensuite, j'ai un projet dont j'ai parlé lorsque j'étais à Téhéran, c'est qu'en parallèle du salon 2018, et là je vous livre un peu un scoop, on a un projet de faire le World Mobility Challenge, c'est-à-dire c'est la route de la soie à l'envers, qui réunira Pékin à Paris avec des voitures à énergie alternative. Donc des voitures hydrogène, des voitures hybrides, des voitures électriques et des voitures gaz. Et donc j'ai pris contact pendant que j'étais avec les autorités iraniennes, avec l'Automobile Club d'Iran, qui sont prêts à nous faciliter la traversée d'Iran et aller dans les merveilleux paysages d'Iran. Et donc faire ce raid, qui n'est pas une compétition, mais c'est pour démontrer que des véhicules à énergie alternative, donc les véhicules d'aujourd'hui déjà et de demain, sont capables de venir de loin lorsqu'il y a le ravitaillement nécessaire. Donc on traversera l'Iran, on a les accords, et ça a enthousiasmé nos amis iraniens aussi qu'on traverse leur beau pays. Donc c'est intéressant. On partirait en juillet 2018. Donc en plus on parlerait du mondial automobile dans tous ces pays traversés sur des sujets donc intéressants. C'est assez difficile à monter, mais l'avantage que j'ai constaté lorsque je suis allé au mondial, c'est que leur gouvernement et leurs autorités de la ville de Téhéran n'a pas décidé de faire une journée sans voiture la veille de l'ouverture de leur salon. Ce qui n'est pas le cas pour moi, parce que l'année dernière, la ville de Paris a décidé de faire une journée sans voiture 3 jours avant l'ouverture du salon, et que, comme j'ai changé les dates pour 2018, et je l'ai avancé l'ouverture, conférence de presse qui était habituellement le jeudi, je l'ai remis au mardi, avec une journée de keynotes le lundi. Il voudrait faire la journée sans voiture juste la veille de l'ouverture du mondial, et le jour où j'ai prévu que ce périple arrivant de Pékin arriverait à Paris. Donc, sur ce point-là aussi, nos amis iraniens ont un avantage, parce qu'ils n'ont pas encore inventé la journée sans voiture la veille d'un grand salon. Donc je m'en réjouis pour eux, mais je vous en tiens informé, parce que si vous avez des relations, ça pourrait nous aider.
parce que le mondial automobile est quand même un grand salon international qui se passe à Paris, dans notre pays, et je préférais que ce soit celui-là qui reste, plutôt qu'un salon allemand ou un salon suisse. On est français et on doit défendre notre industrie française. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer, et je remercie M. Ramina de la proposition de collaboration. Merci Jean-Claude pour ce beau cocorico auquel j'adhère. Y a-t-il des questions, que ce soit sur le volet des salons, l'UTAC, la FIEV ou encore Renault? Bonjour, c'est Rob Savignan. J'ai une question sur satisfaction client. C'est-à-dire, je voulais savoir est-ce qu'il y a le projet après-vente chez Renault ou autre industrie pour les clients? Aujourd'hui, je pense que le ministère de l'Industrie en Iran commence à mettre la pression sur la satisfaction client en après-vente, effectivement. Donc c'est un mouvement général donc, qui est poussé, et tous les constructeurs, donc les constructeurs iraniens ou les constructeurs français qui commencent à accélérer le plan, donc ils ont ça dans leur plan, très clairement. Typiquement, la conférence internationale de l'automobile, cette fois-ci, était ciblée sur le volet satisfaction client, puisque le thème c'était la vente et l'après-vente, et surtout l'après-vente d'ailleurs. Et il y a eu quelques interventions, effectivement, de la part de certains constructeurs pour montrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est un mouvement général, c'est une exigence du ministère très clairement. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement au niveau des constructeurs qui fabriquent localement, mais aussi au niveau des importateurs, qui, pendant des années, faisaient des préventes des véhicules et respectaient pas forcément toujours le délai de livraison au client, ni forcément le modèle exact que le client avait commandé, pour lequel il avait avancé son argent. Donc ça reste encore un point de faiblesse, très clairement sur place, et il y a une volonté, et je pense franchement que tout le monde va bouger un peu dans ce sens-là. Alors après on verra quelle marque bougera le plus vite, hein. Donc ça l'avenir le dira. Et deuxième question pour financement automobile. Je voulais savoir comment ça marche en Iran, financement automobile. Est-ce que c'est, par exemple, filiale financière de Renault travaille au Iran, ou la proposition c'est local? Non, aujourd'hui, vous avez déjà au niveau des constructeurs étrangers, il n'y en a aucun qui existe en propre. Hein. Donc ça, il faut quand même savoir. Donc c'est surtout les constructeurs iraniens qui œuvrent de ce côté-là et avec lesquels on peut être partenaire ou pas. Donc déjà, voilà, ça c'est la photo d'aujourd'hui. Le côté financement, les constructeurs donc proposent des financements. Alors là, vous avez tous les plans différents, mais les banques ne prêtent pas facilement. En Iran, vous savez que l'Iran est l'un des pays les moins endettés sur le plan international, mais aussi le moins endetté au niveau de sa population, parce que les banques ne prêtent pas facilement. Donc les constructeurs déploient des solutions de financement. Mais comme les constructeurs ils ont besoin de cash, et qu'il y a aujourd'hui un vrai problème de manque de cash dans l'industrie automobile iranienne, c'est pas du tout un sujet facile. Ceci pour dire qu'il y a une vraie place pour le financement, donc l'achat des biens de consommation, en particulier l'automobile. Donc, et là, je dirais, pareil, l'avenir nous dira quelles sont les solutions qui seront proposées par les constructeurs étrangers ou pas. Et aujourd'hui, en tout cas, il y en a pas. De la part des constructeurs étrangers, il y en a pas aujourd'hui. Merci. Donc je ne m'étais pas présenté, Pierre Fabiani, donc je représente les entrepreneurs français dans le pétrole et le gaz, on est 250, j'étais en Iran. Donc, et je me souviens très bien, ensemble d'ailleurs. Et quand même, on parlait beaucoup d'export sur les voitures, et on parlait beaucoup d'export de Iran Khodro. Donc ma question est très simple, c'est quelle marque va être à l'export? Alors, l'Iran a toujours exporté effectivement des véhicules dans quelques pays. Je prends l'exemple de l'Irak, au moment où le marché irakien représentait 200 000 véhicules par an, vous aviez 60 000 véhicules qui partaient d'Iran vers l'Irak. Donc aujourd'hui, le marché irakien est par terre, donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'export. Mais
les constructeurs iraniens ont exporté essentiellement leurs propres véhicules badgés, mais ça n'a jamais été sur des pourcentages de 30% ou 20%, ça a été toujours à l'actualité, effectivement. Donc la volonté d'aller vers 30% d'export qui est affichée par le ministère de l'Industrie et je dirais un cap qui est fixé pour que les gens se mettent en mouvement. Par contre, il n'y a jamais eu 30% d'export sur toute la production locale en Iran, c'est clair, vous avez raison. Non mais on discutait ça couramment, hein. Il faut forcément avoir une marque connue, on ne peut pas exporter une marque qui n'est pas connue. Alors, et c'était ça le problème à l'époque, il y a Jacques Morlet qui dit rien, mais je me souviens de ça quand même. Oui, dans le cas de Peugeot, on exportait son nationalité 13, qui était la 1206 sur la Russie, sur la Turquie et sur d'autres pays. Bon, même pendant ce temps, Iran Khodro a exporté en propre des samans sur l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, sur l'Algérie et sur d'autres pays. Mais les volumes restaient quand même pelliculaires. Il faut pas... Parce que bon, vous savez que pour exporter, il faut déjà avoir le produit correspondant. Il faut que ça soit celui qu'on va fabriquer dans le pays. Le gros problème qu'on avait au niveau de la 206 Rakov, c'était la motorisation diesel-essence. C'est clair, en Iran, il n'y a pas de diesel. Donc à partir de là, on a été couplé des marchés hors Iran avec le diesel. Absolument. Mais c'est clair, je le disais tout à l'heure, pour qu'il y ait de l'export, il faut qu'il y ait des modèles à jour, de qualité, et puis après, il faut aussi qu'il y ait un marché. Donc on est d'accord. Donc, et évidemment, quand on a des... alors, les marques internationales, ça aide, puisque les marques internationales ont des marchés à l'étranger, donc effectivement. Et c'est pour ça aussi que je pense que la décision du ministère de l'Industrie est très réfléchie en disant aux constructeurs étrangers, venez, faites des joint ventures, fabriquez dans le pays, et on vous fixe un cap de 30% sur vos modèles. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a cette condition d'export qui est presque imposée par le ministère sur toute coopération avec les constructeurs étrangers. Donc ils l'ont bien compris. Hein. Oui. Farid Faiz, bonjour. Plutôt bonsoir. Est-ce qu'il est dans la politique des constructeurs français d'ouvrir en fait, notamment des centres de recherche dédiés aux startups en Iran, précisément. Notamment, il m'avait semblé que Renault a ouvert très récemment son 3e Innovation Lab à Paris. Donc, est-ce qu'il est dans la politique, en somme, des constructeurs français de bénéficier du tissu entrepreneurial iranien au moyen d'ouverture? Je réponds que pour Renault, par les constructeurs français. Non, c'est aujourd'hui la vraie question dans un premier temps pour nous, c'est d'accélérer sur nos basiques. Les basiques, c'est être capable de fabriquer des véhicules de qualité et déployer les standards Renault aussi bien au niveau de la production qu'au niveau de la vente et après-vente. Donc on est plutôt dans cette logique-là. Par contre, c'est vrai qu'il y a du côté de l'éducation et du côté des talents, vous avez énormément de talents iraniens et c'est effectivement l'un des pays qui va s'y prêter très fortement. Aujourd'hui, on est plutôt sur un plan d'installer nos basiques de l'automobile dans un premier temps et le centre d'ingénierie qu'on souhaite développer en Iran est très clairement l'un de ces éléments-là. Après, j'ai cru comme M. Blaise dans la salle, je lui laisse la parole. Il est déjà parti. Il est une dernière question, et puis on va être obligé de clore, parce que le temps passe vite, et il est déjà 8h moins le quart. Et bien ça tombe bien. Ah si. Donc j'aurais une toute petite question. Lorsqu'on regarde le marché français depuis pratiquement une soixantaine d'années, il y a une très forte concentration au niveau des constructeurs automobiles. À votre avis, d'après la connaissance que vous avez sur un marché iranien qui aujourd'hui fait à peu près 83-84 millions d'habitants,
combien de pays tels que l'Iran pourraient avoir de constructeurs automobiles? En Iran, vous voulez dire combien de constructeurs il peut y avoir en Iran? Compte tenu du marché iranien d'ici 20 ans ou 30 ans, à votre avis, combien il peut y avoir de constructeurs, sachant qu'en France, il y a 50 ans, il y avait quand même un peu plus de constructeurs automobiles que maintenant? Alors, on peut répondre de deux façons. Combien de marques pourraient être construites dans le pays? Et là, vous savez qu'en Iran, il y avait quand même pas mal. Avant les sanctions, on produisait du Suzuki, du Mazda, de Nissan, de Mitsubishi, de Renault, Citroën, Peugeot, Kia, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Loideyu, et puis il y en avait encore d'autres, je ne les ai pas tous en tête. Donc beaucoup de marques étaient construites effectivement par les constructeurs iraniens sur place, donc ce qui est assez exceptionnel, hein, parce que vous ne trouvez pas facilement autant de marques. Maintenant, comme le mouvement aujourd'hui c'est de dire il faut développer autre chose que juste des modèles, donc il faut investir localement, il faut avoir un engagement sur l'export, il faut localiser fortement, il faut amener de la technologie et il faut amener de la qualité. Donc c'est clair que ce sont des conditions sur lesquelles certains constructeurs mondiaux vont s'engager et vont venir. Et effectivement, je pense personnellement qu'on va avoir un retour d'un certain nombre de constructeurs qui étaient déjà présents avant à l'avenir, mais effectivement peut-être que le nombre sera un peu moins que ce qu'on avait l'habitude de faire, parce qu'encore une fois, sauf mis à part Renault qui a fait une vraie JV en 2004, les autres constructeurs, et quel que soit leur pays, pour la plupart, ils ont envoyé des pièces à des constructeurs iraniens qui montaient les voitures et qui les vendaient de leur côté. Donc le niveau d'engagement des constructeurs en Iran était juste une lettre de crédit, je prends de l'argent et je vous envoie des pièces. Donc j'exagère à peine. Donc c'était ça. C'était beaucoup plus facile de fabriquer des modèles en Iran. Donc, sauf que ça amène difficilement le transfert de technologie, de la localisation, du développement des équipements iraniens. Et je salue vraiment la politique du ministère de l'Industrie qui encourage plutôt un engagement des constructeurs qui souhaitent venir sur ce marché-là, pas juste pour venir prendre des parts de gâteau, mais s'investir un peu plus lourdement. Et là, je pense que oui, en effet, on en aura peut-être un peu moins que ce qu'on a connu à un moment donné où on pouvait compter un paquet de marques qui faisaient produire leurs véhicules localement. Bien, Reza Khalili, d'abord je voudrais à titre personnel vous remercier avec le Centre France-Iran d'avoir organisé cette réunion. On a essayé avec les différents intervenants de vous présenter le niveau de coopération entre la France et l'Iran dans le domaine de l'automobile. Et vous m'aurez envie de dire quelque chose. Non, je tenais sincèrement à présenter encore une fois tous mes remerciements au nom du Centre franco-iranien, à vous, cher Monsieur Edin, pour l'aide que vous m'avez apportée dès le départ. Vous avez été un merveilleux conseiller pour l'organisation. Je tiens à remercier M. Kolga qui a répondu immédiatement oui. Je tiens à remercier M. Moge, M. Giraud et M. Benoît qui avaient en fonction M. l'ambassadeur. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre présence. Je tiens à remercier bien évidemment le cabinet Gilles de nous avoir aidés et je tiens également à remercier toutes les entreprises qui ont soutenu le centre franco-iranien et grâce à qui on réussit à faire toutes les opérations qu'on fait. Je tiens à remercier Vinci, je tiens à remercier la Banque de Dubaï. Ce sont parmi les entreprises qui, dès le départ, nous ont soutenus et grâce à qui on réussit à faire ce travail qui, j'espère, vous intéresse un tout petit peu. Merci encore. Simplement, on pouvait souhaiter une bonne année avec un petit peu d'avance.